C'est un trouble postural avec une inclinaison de la tête et du coup une adaptation de tout le corps de l'enfant à cette inclinaison. Il y a 7 vertèbres cervicales et on distingue en fait le rachis cervical inférieur et le rachis cervical supérieur. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le rachis cervical supérieur avec l'occiput, la première cervicale qu'on appelle aussi l'atlas et la deuxième cervicale qu'on appelle l'axis. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est un S qui va vouloir dire symétrie ce matin. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Ibtissem Belmanani est avec nous. Bonjour Ibtissem. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Ma sœur kinésithérapeute libérale. Et vous êtes venue avec Camille Galli. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes ostéopathe au centre de consultation KISS de Paris. C'est justement de ça dont on va parler ce matin, le syndrome KISS. Alors, qui de vous deux s'y colle pour le développement de l'acronyme KISS? C'est moi. Donc, c'est le Kopfgelenkt Induziert Symmetriestörungen. C'est de l'allemand, je crois. C'est de l'allemand. Hein Et alors, ça veut dire trouble de la symétrie induit par les articulations hautes cervicales. Alors, on dit KISS, donc c'est K-I-2-S. Hein, oui, c'est ça. Ou KID aussi. Oui, ou KID. Alors, KID, c'est l'acronyme suivant. Donc, Kopfgelenkt Induziert Dysgnosie and Dysphorie. Et là, ça veut dire dyspraxie et dysgnosie induite par les articulations de la jonction crânio-cervicale. Ça apparaît plus tard. C'est lorsque le KISS n'a pas été traité lors de l'âge du nourrisson et ça apparaît plus, on le voit plus chez les enfants à partir du moment où ils sont scolarisés. Voilà. Même vers l'âge de 2 ans. À partir de l'âge de 2 ans, on peut parler de KID. D'accord. Et il y a les enfants qu'on appelle les KISS Kinder. Alors c'est qui ceux-là? Alors Kinder, ça veut juste dire enfant. Ah oui, allemand. d'accord. Donc c'est pas les Kinder enfants surprise, hein. C'est les enfants KISS. Bon, alors en gros, là, on a la définition de quoi est-ce qu'on est en train de parler dans ce syndrome. Donc on est en train de parler des troubles posturaux chez l'enfant dus au rachis cervical haut. Donc il faut faire un petit rappel anatomique peut-être. Oui, c'est bien d'expliquer quelle est la région qui est en cause. Donc le rachis cervical, il est situé en fait entre le crâne en haut, l'occiput, et la région thoracique, les premières thoraciques en bas. On distingue, il y a 7 vertèbres cervicales et on distingue en fait le rachis cervical inférieur et le rachis cervical supérieur. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le rachis cervical supérieur avec l'occiput, la première cervicale qu'on appelle aussi l'atlas, parce que Atlas porte le monde, et la deuxième cervicale qu'on appelle l'axis, puisque c'est un axe et l'atlas pivote autour de l'axis. D'accord. Voilà. Donc le dysfonctionnement se situe à ce niveau-là, oui, à la jonction en fait. À la jonction entre les 2 premières vertèbres. Voilà, et les 2 premières vertèbres cervicales. Bon, alors quelles sont les conséquences finalement d'un tel blocage? Alors, les conséquences, tout d'abord, c'est un trouble postural avec une inclinaison de la tête et du coup, une adaptation de tout le corps de l'enfant à cette inclinaison. Alors là, on ne voit pas, mais vous avez fait une forme de C. De C, une posture en arc en C. Ouais. Alors après, le docteur Biedermann, celui qui a mis en évidence le syndrome de KISS dans les années 90 en Allemagne. Donc c'est récent en fait. C'est assez récent, ouais. Voilà. Ce docteur, en fait, il parle de deux stades, le KISS 1 et le KISS 2. Le KISS 1, c'est vraiment une posture en C avec une inclinaison latérale de la tête et du corps de l'enfant. Et le KISS 2, c'est plutôt une hyperextension. C'est-à-dire un là, vers l'arrière. Vers l'arrière, ouais. Donc ça va être une posture en C, mais vers l'arrière, et pas en C sur le côté. Avec les mouvements que vous êtes en train de faire, ça se voit très distinctement là. Oui. Ah oui. Donc ce trouble de la posture est évident, il est visible. Que ce soit allongé sur le dos, sur le ventre, assis en position verticale, ça se verra systématiquement. C'est une évidence. Et en général, c'est des enfants qui vont avoir une hypersensibilité au niveau de la nuque, qui vont avoir des troubles psychomoteurs associés, puisque forcément une posture comme ça en inclinaison, on va pas pouvoir se développer, on va dire correctement, par exemple pour le 4 pattes
ou pour la marche, puisqu'on va avoir souvent une hypotonie et une asymétrie des muscles du cou associés à ce trouble. Oui, et d'un côté une hypotonie et de l'autre côté aussi une forme d'hypertonie par Alors, compensation. hypotonie, c'est-à-dire Alors le tonus, c'est ce qui nous permet de se mouvoir pour tenir en équilibre debout. On parle des muscles profonds. Pour un enfant, on le remarque notamment surtout dans la position assise, où d'un côté il va y avoir un endroit où c'est un peu mou, l'enfant se laisse tomber d'un côté, et de l'autre côté une raideur qu'on appelle une hypertonie, où là de ce côté-là il y a trop de tonus, trop de contraction, trop de raideur à l'intérieur au niveau de ses muscles, au niveau de sa posture. On parle d'enfants de quel âge là ? Alors de nourrissons, c'est à partir de leur naissance jusqu'à 2 ans quand on commence à parler des kids. Donc ce qui veut dire que l'enfant à sa naissance déjà a ce trouble postural. A ce trouble de la posture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les facteurs qui induisent le KISS, ce sont des facteurs souvent qui sont déjà in utero. En fait, une grossesse, par exemple, gémellaire, un manque de place au niveau de l'utérus de la maman, une position en siège, c'est-à-dire une malposition utérine, va induire des tensions et des blocages au niveau de la jonction crânio-cervicale. Imaginez-vous comprimé dans un étau, même en tant qu'adulte, ou serré dans une foule, on n'est pas à l'aise. Pour un enfant, dans le ventre, lorsqu'il a été compressé parce qu'il n'a pas suffisamment de place pour se développer, il peut y avoir cette sensation d'avoir été comprimé et donc de ne pas pouvoir s'expandre, se déployer complètement. Et c'est pas résolu à la naissance avec la croissance. Non, parfois c'est même aggravé, puisque parfois il y a aussi des accouchements qui sont difficiles. Dans ce cas-là, on parle du cordon qui est entouré, c'est ça, entouré autour du cou. Une circulaire du cordon, c'est-à-dire que c'est le cordon qui est circulaire au niveau du cou, et donc ça crée une tension. Il peut y avoir le bébé long, que ça dure des heures, ou bien aussi l'enfant qui a été pris par la ventouse ou par les forceps, donc qui a été pincé et forcé de sortir. Les instrumentations. Voilà. Oui. Et est-ce qu'on le voit tout de suite, finalement, que le bébé est courbé ou pas ? Parce qu'au début, les parents peuvent passer à côté de la posture. Souvent, les parents ils se rendent compte qu'il y a quelque chose tout de suite. Ils voient que leur bébé il a une posture qui est souvent permanente en inclinaison. Et souvent, le bébé est douloureux, il pleure sans arrêt. Et cette posture, elle ne fait augmenter jusqu'à 1 mois. Et c'est là où, en général, les parents ils commencent à se dire peut-être qu'il y a quelque chose. Souvent, ils vont consulter le pédiatre qui va dire oui, il y a peut-être un torticolis musculaire congénital, on en parlera peut-être après, les diagnostics différentiels de ce syndrome. Et du coup, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les parents le voient et le pédiatre va poser un diagnostic qui n'est pas le bon, en fait, en gros. Un diagnostic qui est une partie du syndrome. Et encore, oui. Quels sont les autres symptômes qui peuvent alerter les parents qui nous écoutent ? Alors, je disais l'hypersensibilité au niveau de la nuque. Souvent, ils vont dire quand j'enfile le body à mon enfant, il se met à pleurer et pourtant, il n'y a pas de raison qu'il pleure. Il y a souvent des troubles associés au niveau digestif, puisque la région crânio-cervicale, on a des nerfs qui sont très importants, notamment le nerf vague qui innerve toute la région viscérale, et donc il va y avoir des reflux, il va y avoir des coliques accompagnés de pleurs. Qu'au début on trouve normal chez des enfants, en fait. Oui, parce qu'on se dit c'est des troubles fonctionnels qu'on retrouverait chez n'importe quel enfant. Mais par contre, c'est l'association de tous ces troubles avec la symétrie posturale qui doit faire évoquer un syndrome de KISS. Tout en sachant que les enfants, peut-être, Ibtissem, ne vont pas tous présenter les mêmes symptômes, en fait. Non, voilà, ça va être un combiné de symptômes. Voilà. Les enfants s'adaptent aussi. Alors c'est ça aussi qui peut tromper. Hein. Qu'est-ce qui se passe finalement si le trouble n'est pas diagnostiqué quand l'enfant est encore tout petit ? Souvent, il s'adapte très très bien. Et il y a une asymétrie qui s'installe.
qui s'installe et qui est permanente, et ils vont compenser en allant créer des dysfonctions somatiques vertébrales ailleurs dans leur corps, et derrière, on retrouvera au niveau du bassin des soucis, un bassin asymétrique, un enfant, comme je le disais tout à l'heure, qui au niveau du 4 pattes ou de la marche va faire un 4 pattes asymétrique ou une marche un petit peu de guingois, si je puis dire. Et c'est très Macron comme expression, c'est ces vieilles expressions de guingois. Oui, c'est ça. Petit Sem, vous avez mieux que de guingois ou vous prenez de guingois? En canard, on va dire. Ouais. Parce qu'en canard, ça fait vraiment les pieds en rotation externe, alors que c'est plutôt... en fait, il faut imaginer. En fait, ça va être un enfant qui, au lieu de faire du 4 pattes spontanément, à peu près au rythme où il devrait le faire, va le faire déjà beaucoup plus tardivement. Et va aussi compenser par une position notamment assise, avec une jambe tendue, une jambe fléchie, et il sautille comme ça, un petit peu sur sa jambe. Ou sinon, il va apprendre à se rouler au lieu d'avancer en 4 pattes ou en ramper. Et ça, ce sont des symptômes que vous apportent les parents aux consultations, en fait, c'est ça. Voilà. Hein. Et puis, ils viennent avec ça nous puis voir. après, on refait machine arrière de l'historique, de comment s'est passé l'accouchement, la grossesse, comment ont évolué les différents schémas moteurs, comment il a évolué au niveau de sa psychomotricité. Et si éventuellement on a la chance de pouvoir les avoir avant, bien en prévention, là on peut faire en sorte que tous ces schémas moteurs se développent dans les meilleures conditions. Mais c'est vrai qu'il arrive qu'on puisse les avoir un peu tardivement. Ouais. Les parents qui viennent vous voir, à la première minute, qu'est-ce qu'ils vous disent avec leur enfant? Qu'est-ce qui les amène à consulter? Mais ils n'en peuvent plus. Des pleurs surtout. Oui, ils n'en peuvent plus parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez leur enfant. Ils ne sont pas entendus. Ils ne sont pas entendus. On ne trouve pas ce qui se passe parce qu'au niveau médical, tout va bien. Par contre, ils voient que leur enfant se développe pas forcément comme leurs autres enfants ou comme les autres enfants de leur âge. Et du coup, ils sont perdus. Ou sinon, ils s'inquiètent et puis ils viennent juste avec une question. Est-ce que c'est normal que mon enfant, à ce stade-là, il ne marche pas ou que, Donc là, on est à quel âge? Parce que ça fait un moment déjà. Là. Oui, là, c'est par exemple quand ils arrivent un peu tardivement, vers les 8 mois à 1 an. Mais si on les a très précocement, à ce moment-là, ils viennent plus avec des questions sur le reflux, qui ne passe pas. Les coliques, sur cette posture en C, ou alors par exemple, ils sont traités en kinésithérapie pour un torticolis musculaire congénital. Qui ne passe pas. Qui ne passe pas. Le kiné dit, au niveau musculaire, tout va bien, on a réussi à récupérer l'asymétrie musculaire qu'il y avait. Par contre, le bébé garde cette posture en C. Voilà, KISS, c'est le nom d'un syndrome qui touche les enfants. KISS ou KID, on en parle ce matin avec mes deux invités. Camille Galli, donc vous êtes ostéopathe et vous êtes spécialisée dans la prise en charge des KISS. Oui. Ou du KISS. Ou du KISS. Voilà, dans un centre dédié d'ailleurs. Hein. Oui, dans un centre dédié à ça, à Boulogne-Billancourt. Qui s'appelle le centre... Centre de consultation KISS Paris. Ibtissem Belmadani est avec nous également. Vous êtes masseur et kinésithérapeute. C'est bien d'avoir un ostéo, un masseur en fait, et un kiné en même temps. Pourquoi ce syndrome du KISS dont on parle aujourd'hui, ça a l'air complètement nouveau et tout le monde ne le connaît pas? Parce que en fait, on le confond avec d'autres pathologies médicales comme le torticolis musculaire congénital, comme des anomalies anatomique transitionnelle de la jonction cervicale et une dysfonction somatique vertébrale, c'est-à-dire un défaut de mobilité de la jonction crânio-cervicale. C'est pas encore... on pense pas que les enfants puissent être touchés par ça. Ça fait débat. C'est un syndrome qui encore aujourd'hui fait débat au sein de la communauté médicale, scientifique, ouais. C'est ça. C'est en cours de recherche et en attendant que ce soit bien vérifié, approuvé par tous, il y a encore un cheminement à faire. Oui, mais les Allemands sont très en pointe là-dessus. Oui. Eux, ils y réfléchissent déjà depuis les années 80, puisque les thérapeutes manuels, dont le docteur Gutmann et le docteur Biedermann, qui sont un petit peu pionniers dans le domaine du syndrome de KISS, ils ont déjà évoqué ça, puisqu'ils étaient médecins et chirurgiens orthopédistes.
Et du coup, ils ont récupéré dans leur cabinet des enfants qui avaient des asymétries de posture, et de par leur formation en thérapie manuelle, ils se sont rendus compte qu'il y avait des blocages de cette jonction et qui entraînaient cette asymétrie, et qui n'était pas dû à un problème musculaire, qui n'était pas dû à une malformation anatomique, qui n'était pas dû à un problème neurologique tel crise d'épilepsie, parce que crise d'épilepsie c'est momentané, on peut avoir un enfant dans une posture en C, mais c'est momentané au moment de la crise. Et tout ça fait qu'ils se sont dit, ah ben mince, on a des enfants, on n'arrive pas à les traiter, voilà, on n'a pas de diagnostic médical pour eux. Par contre, en thérapie manuelle, on retrouve un blocage de cette jonction. Et ils se sont posé des questions. Vous disiez tout à l'heure que les professionnels de santé ont tendance à l'assimiler à un torticolis congénital, mais ça ressemble quand même à un torticolis, puisque l'enfant n'arrive pas à tourner la tête. On est d'accord, il y a une raideur. Le torticolis fait partie des symptômes de ce syndrome. Mais un enfant qui est soigné par exemple pour un torticolis ne peut pas récupérer, c'est ça ? Ça résout pas le. En fait, c'est-à-dire qu'on récupère l'asymétrie musculaire. Par contre, il garde une posture en C, et le traitement n'est pas complet. Il manque quelque chose. Et le kiné ou la personne qui va prendre en charge l'enfant va se dire, bah, c'est bizarre, normalement, au bout de tant de séances, il aurait dû récupérer complètement. Et ben, c'est pas le cas, parce qu'il y a ce verrouillage-là. En fait, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que pour que la prise en charge soit complète, il faut à la fois une prise en charge musculaire, une prise en charge fonctionnelle, c'est-à-dire de réintégrer, se réapproprier cette nouvelle sensation de ne plus être contracté et de nouveau pouvoir se développer et se mouvoir avec aisance. Et il y a aussi avec ça une prise en charge articulaire. Voilà, c'est ce que dit Camille. Et donc, s'il n'y a pas cette prise en charge articulaire, finalement, le reste va régresser. Voilà. Ou alors, on va avoir un traitement qui va s'améliorer sur une courte période et puis qui va revenir. Et on va retrouver toujours les mêmes symptômes. Souvent, les parents ils disent « Ah bah oui, on a fait telle prise en charge, ça allait mieux, et puis bah, ça revient. » Ça revient. Est-ce que c'est fréquent ? Eh ben, le docteur Biedermann, justement, ce médecin allemand qui a découvert ce symptôme, dans ses écrits, il dit que ça toucherait environ 5 à 8% des enfants, et du coup des naissances, en Allemagne. Donc c'est quand même énorme. Donc il n'y a pas d'études en France sur le nombre exact d'enfants qui seraient touchés par ce syndrome, mais 8% c'est quand même beaucoup. Il n'y a pas d'études parce qu'en fait il n'y a pas encore d'études qui parlent de la complexité et de l'ensemble des symptômes de ce syndrome. C'est-à-dire qu'il va y avoir des études par exemple sur le torticolis congénital, des études sur l'asymétrie rachidienne entre la droite et la gauche, des études sur le développement psychomoteur où il y a des retards. Mais pas d'études encore sur tous ces symptômes emboîtés ensemble. Alors, dans un centre KISS, quel est le parcours médical ? Alors, c'est quoi ? C'est le Toubib qui vous envoie ou pas ? Pas forcément. Ou le pédiatre ? Pas forcément, mais en général, c'est souvent... les parents, ils sont allés chez leur pédiatre. On leur a dit qu'au niveau médical, ça allait plutôt bien. Et ils se posent des questions, ils vont chercher plus loin. Et là, ils tombent du coup sur notre site et là, on leur envoie un questionnaire pour retracer l'historique de l'enfant, du coup l'historique de la grossesse, l'historique de l'accouchement, les différents troubles qu'il présente encore, les troubles fonctionnels, les troubles viscéraux, les troubles du développement psychomoteur. Et les parents, ils vont remplir ce questionnaire. Nous, on va l'analyser en amont pour justement orienter, parce que si jamais au niveau du questionnaire on voit déjà qu'il y a des choses qui nous alertent sur d'autres pathologies. Un premier tri, c'est ça ? C'est ça, un premier tri qui nous permet d'orienter un petit peu mieux les choses. Et ensuite, à la fin de ce questionnaire, si on retrouve des éléments qui sont en faveur du syndrome de KISS, on va leur envoyer une ordonnance pour faire une radio. Pourquoi on fait une radio chez les nourrissons et chez les enfants ? Parce que justement, je parlais des anomalies anatomiques du rachis cervical, et ça, il faut absolument les éliminer avant la prise en charge. C'est-à-dire que vous voulez valider qu'il n'y a pas d'autres pathologies, c'est ça ? C'est ça, qu'il n'y a pas d'autres choses qui devraient être traitées déjà en amont et pas faire perdre de temps aux patients. Pourquoi ? Parce que le KISS se voit à la radio ou pas ? Le KISS ne se voit pas à la radio.
Le KISS, en fait, c'est vraiment un diagnostic palpatoire. En fait, on fait un test de mobilité articulaire. C'est-à-dire qu'avec nos petits doigts, on va venir regarder est-ce que la jonction crânio-cervicale fait les bons mouvements ou pas. Et si on voit que ça ne fait pas les bons mouvements et qu'en plus, au niveau du questionnaire, on a des signes, qu'on n'a rien à la radio, à ce moment-là, on fait la prise en charge. D'accord, mais vous ne manipulez pas bébé avant la radio. Vous voulez vraiment... Il y a forcément une radio. Il y a forcément une radio et c'est pourquoi on a au sein de notre centre toujours un médecin ostéopathe présent. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il puisse prescrire la radio, puisse vérifier que sur la radio, il n'y ait pas de contre-indication et valider qu'on peut prendre en charge l'enfant sans lui faire perdre de temps sur un autre diagnostic. On peut manipuler les enfants en termes d'ostéopathie à partir de quel âge ? Alors normalement, les décrets de mars 2007 nous imposent aux ostéopathes exclusifs de prendre en charge les nourrissons qu'à partir de 6 mois. En dessous de 6 mois, il faut un certificat médical de non-contre-indication à la pratique ostéo. Et d'autant plus sur le rachis cervical, là, c'est une prise en charge où si on n'a pas de certificat de non-contre-indication, on ne peut pas prendre en charge ni les enfants, mais ni les adultes. Donc c'est pour ça que la présence du médecin ostéopathe dans notre équipe, elle est essentielle. Et c'est pourquoi en France, on a du mal en fait à traiter le syndrome de KISS parce que en fait, moi toute seule dans mon cabinet, je ne peux pas prendre en charge ces enfants à cause des décrets. Oui, mais les parents peuvent se poser des questions. Est-ce qu'il y a des risques à manipuler un nouveau-né ? Comme toute manipulation. Ouais. Oui, il y a des risques, bien sûr. Après, c'est pas une manipulation, c'est une mobilisation douce pour redonner en fait à l'articulation sa physiologie. Donc c'est pas c'est juste une mobilisation douce. C'est pour ça que les gens s'en font tout un monde, mais non. Parce qu'il y a cette idée du ce qu'on appelle le trust, lorsqu'on fait craquer une articulation, de se dire l'ostéopathe me fait craquer, donc forcément ça a bien marché et je vais mieux. Alors que déjà c'est pas une garantie d'aller mieux le fait de craquer. Non. Et puis surtout il y a bien d'autres techniques ostéopathiques, bien d'autres techniques en kiné où on peut mobiliser, comme dit Camille, de manière douce, notamment en fasciathérapie, des techniques musculaires, enfin bien d'autres techniques qui permettent de traiter des dysfonctions articulaires. Craquer, ça vous fait du bien sur le coup, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien craquer. Et pas forcément en plus, forcément. C'est ça. Mais c'est pour ça que la prise en charge, nous, au centre, elle doit être validée, supervisée, on va dire, par le médecin ostéo pour qu'on puisse en fait travailler en toute garantie et sécurité pour l'enfant. Alors, vous êtes formé d'ailleurs. Oui. Pour la prise en charge du syndrome de KISS. Mais ce qui n'est pas le cas de tous les ostéos. Ce qui veut dire que, par exemple, un ostéo qui n'est pas formé à cette pratique ne pourrait pas prendre en charge l'enfant. Eh bien, en fait, c'est parce que dans notre, dans notre cursus initial, on n'a pas du tout l'évocation. Déjà, au niveau pédiatrique, on n'a pas beaucoup de cours dessus. Voilà, pour être simple. Souvent, on fait des formations post-grade. Et le syndrome de KISS, comme c'est un syndrome qui est encore très jeune, c'est encore moins développé dans les formations post-grade en pédiatrie. Donc, c'est pour ça que, en fait, si on s'y intéresse pas, on peut complètement passer à côté. D'ailleurs, c'est la même chose pour les autres praticiens. C'est pareil pour nous, masseurs kinésithérapeutes. C'est pareil. C'est une formation qu'on va faire en formation continue post-diplôme. C'est ça. Alors, une fois que le diagnostic est posé, en quoi consiste la prise en charge donc, de l'enfant ? Ensuite, quand le diagnostic ostéopathique est posé donc, et qu'on peut travailler en toute sécurité, on va faire ce qu'on appelle une prise en charge à 4 mains, c'est-à-dire à 2 ostéopathes, puisque la prise en charge, elle est en thérapie manuelle. C'est très simple. Et pourquoi cette prise en charge à 4 mains ? Parce que ça nous permet déjà d'être très global, de pouvoir traiter à la fois les dysfonctions somatiques vertébrales crâniennes et les dysfonctions somatiques vertébrales du bassin, c'est-à-dire travailler sur toutes les adaptations du corps de l'enfant, et en plus d'avoir des regards croisés au niveau des thérapeutes. Et ça nous permet de croiser
d'avoir un regard croisé. C'est comme la double lecture, par C'est exemple. comme la double Exactement. lecture. Chez, Voilà. chez les radiologues, par exemple. C'est ça. Et d'être bien sûr qu'on est sur le bon diagnostic ostéopathique et de travailler sur toutes les adaptations. Qu'elles soient viscérales, qu'elles soient articulaires au niveau du bassin, qu'elles soient articulaires au niveau de la jonction crânio-cervicale. Voilà. Et aussi, c'est aussi pour le confort de l'enfant. Ça permet aussi que la séance soit moins longue du fait de travailler communément. Oui, ça en fait partie. Oui. Est-ce que les enfants aiment bien, vous qui avez est-ce que les enfants aiment bien être manipulés par des gens qui ne sont pas leurs parents, en fait? Alors déjà, globalement, les enfants en séance, souvent, si on ne tombe pas sur la bonne heure, s'ils ont faim, s'ils ont envie de... Il y a plusieurs éléments à mettre en place. Ça peut être un petit peu compliqué. Parfois, on a pas mal de pleurs. Et les enfants qui sont syndrome de Kiss, souvent, ils ont énormément de tension. Donc, ils sont encore plus sensibles à tout ça et ça donne souvent pas mal de pleurs. En tout cas, pour la première séance. Souvent, en deuxième séance, ça va beaucoup mieux parce que les tensions sont déjà un peu plus apaisées. Et même en fin de première séance, on voit qu'ils sont libérés, on les voit plus détendus à la fin de la séance. C'est ça. Relâchés. Et puis, les parents aussi, ils arrivent, souvent ils sont passés par différents thérapeutes, ils sont passés par différentes émotions, et ils arrivent, ils sont très stressés, et ça en général, on sait que ça se communique un peu à l'enfant. Mais est-ce que c'est douloureux pour l'enfant? Pas du tout. Parce que l'enfant, il va pas vous le dire que c'est douloureux. Non, pas du tout. Par contre, c'est vrai que parfois... La manipulation, je veux dire. Ah, pas du tout. Non. En général, il n'y a pas du tout de différence. Il va être pareil avant et après la mobilisation. Voilà, et on parle du syndrome de Kiss ce matin avec Camille Galli, qui est ostéopathe et qui est spécialiste du syndrome de Kiss. On peut vous retrouver au centre de consultation Kiss à Paris. Kiss, c'est K-I-2-S, et on peut retrouver ça grâce à un bon moteur de recherche. C'est ça. Et puis Ibtissem Belmadani est avec nous, masseur kinésithérapeute libérale. Vous nous aviez proposé un autre sujet, Ibtissem, avec la gentillesse qui vous caractérise. Vous vouliez qu'on parle du poplité ce matin. Et j'en ai parlé à Kim. Il m'a dit non, mon poplité va très très bien. Oui. Il n'a pas de polype. C'est quoi le poplité? Vous m'avez appris un mot ce matin, je l'adore ce mot. Le poplité, ça fait un peu paupiette. Alors, c'est un muscle qui se trouve dans le creux poplité, c'est-à-dire à l'arrière du genou et qui sécurise le genou pour pas qu'on flanche en arrière. Et ça peut faire mal. Ça peut faire mal s'il a une élongation, une déchirure ou qu'il y a un kyste juste entre lui et l'articulation du genou. Bon, c'est promis, on fera une émission, Kim, sur ton creux poplité. Ça fait un mot difficile. Mais là, on parle du Kiss ce matin. Le Kiss, peut-être que de nombreux parents qui nous écoutent ont été mal orientés. On parle d'errance thérapeutique, mais c'est vrai qu'on a diagnostiqué chez leur enfant un torticolis. Ils ont fait des séances de kiné et finalement, ça n'est pas passé. Et c'est là qu'ensuite, ils se sont réorientés vers un ostéo et qu'on leur a parlé de ce syndrome de Kiss, d'ailleurs. C'est souvent comme ça, l'enfant continue à être grognon, d'ailleurs, et c'est comme ça qu'ils en entendent parler. On parlait de la prise en charge tout à l'heure, donc combien faut-il de séances pour que les choses rentrent dans l'ordre? Alors souvent, on se rend compte qu'il faut à minima 2 séances et puis parfois 3 séances, parce que lors de la première séance, comme on l'évoquait tout à l'heure, on va faire le diagnostic ostéopathique et ensuite on va commencer déjà à traiter et il faudra au moins une séance pour vérifier que la jonction est bien mobile et que toutes les adaptations ont bien été levées. Voilà. Et parfois, quand les enfants sont pris en charge un petit peu plus tardivement, les adaptations sont là un peu plus fortement et du coup, ça nous arrive d'avoir besoin d'une 3e séance pour finir de tout lever. D'accord. Est-ce que c'est un traitement qui est définitif? Alors, oui. En général, la jonction, quand elle est libérée, ça va bien mieux et on n'a pas besoin d'y revenir plus tard. Par contre, il faut quand même faire attention, par exemple, à des grosses chutes dans l'enfance où on peut avoir un reblocage de cette jonction, mais souvent c'est quasiment
fini. Moi, je pensais à la trottinette ou au vélo. Par exemple, c'est dans les vélos, parfois, vous prenez dans des dans trous. un trou, voilà. dans une ornière. Est-ce que ça risque de ressauter à ce Alors, moment-là impact fort. Ouais. Alors non, il faut vraiment un gros traumatisme et souvent un choc sur la tête. Par exemple, l'enfant qui tombe du canapé, la tête la première, ou qui fait un roulé-boulé, mais un gros gadin, quoi. L'accident de voiture avec le coup du lapin. Et souvent, on va retrouver une régression chez l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il chute, il va pas bien, il va pleurer sur le coup. Et puis derrière, on va retrouver une posture en C ou en hyperextension, des pleurs. L'enfant est peut-être un peu plus grand, donc va se plaindre, va dire « Oh là là, j'ai des douleurs, j'ai des maux de tête ». Et ça persiste dans le temps. Quand ça persiste dans le temps, à ce moment-là, il faut se dire « Oui, il y a peut-être quelque chose, il faut peut-être retourner voir cette jonction ». Est-ce qu'il y a des adultes KISS ? Alors, il y a des adultes KISS, mais après, c'est très compliqué de mettre KISS sur un adulte parce que il y a tout son historique de vie. En général, on l'a pas vu bébé. Donc il s'est très adapté, non ? Il s'est très adapté. Et puis, il a pu avoir d'autres incidents dans la vie, Voilà, des accidents aussi. Voilà. C'est ça. Donc il a compensé d'une certaine façon, mais est-ce que, puisque là on parle vraiment de symétrie, peut-être que quelque part il est désymétrique, non ? C'est ça, et... On pourra remarquer peut-être une scoliose, notamment, ça pourrait avoir une conséquence sur le rachis avec des scolioses très importantes. Mais c'est pas systématique. Attention, je dis pas qu'à chaque fois qu'il y a une scoliose, c'est un KISS. C'est pas ça. Mais on pourra revenir, si on arrive à revenir dans son historique en arrière. La scoliose, c'est pas un C, c'est un S, non ? Oui, c'est ça. Et puis si on a son historique de naissance et de sa grossesse et qu'on sait que dès tout petit il y avait déjà ça, on peut se poser la question. Par contre, si on n'a pas tout ça, on peut l'évoquer, mais on ne pourra jamais être sûr. Ibtissem, si un enfant n'est pas diagnostiqué et pris en charge, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'il se développe ? Il va se développer en fait avec un développement psychomoteur qui va être justement dans ces asymétries, comme je disais tout à l'heure avec la position assise ou le fait de se rouler au lieu de marcher quatre pattes, le fait de s'asseoir. Donc difficulté à marcher. Difficulté déjà à s'asseoir, à marcher, à déambuler à quatre pattes, à ramper déjà avant même le quatre pattes, à ramper correctement. Il va toujours aller dans un sens ou tourner sur lui-même. Après, ensuite, donc aller en quatre pattes, à se passer du quatre pattes à la position assise et vice-versa. Assise à position quatre pattes, il aura des difficultés parce qu'il va le faire toujours dans un côté. Donc, il va aller encore plus aggraver son asymétrie latérale en C. Et ensuite, il va y avoir aussi, au niveau du passage du quatre pattes à la position debout, une difficulté à venir se mettre en chevalier servant, un pied devant et un genou derrière pour passer en debout. En général, il va souvent se mettre avec les deux pieds un peu accroupis pour se relever, ou bien souvent se mettre du même côté pour se relever, mais il sera incapable de le faire de manière bilatérale. Et par la suite, dans la marche, il peut y avoir aussi une marche qui va être un peu en boîte, avec des boiteries, où il ne va pas marcher de manière ample et avec aisance des deux côtés. Et par la suite, on peut aussi parler de la partie supérieure. Il peut y avoir aussi des asymétries dans la manière de venir prendre un objet. Il va souvent le faire du même côté, du côté où il est incliné, parce que de l'autre côté, ou inversement, en fonction des raideurs qu'il va avoir. Donc, le porter, l'appréhension ne sera pas la même. La précision des gestes l'appréhension, aussi. c'est le fait de prendre... en deux mots. Voilà. Le fait de prendre dans ses doigts, c'est ça ? C'est ça. Non, en un seul mot. Là. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Revenez quand vous voulez. Oui, je suis de retour. Donc, ne pas prendre... Voilà, fine. l'appréhension fine également, qui ne va pas être bilatérale. Et il va y avoir aussi au niveau de la vue, ça peut avoir aussi un impact au niveau de la vue. Notamment, on peut parler de strabisme, on peut parler même au niveau du visage, une microsomie d'un côté par rapport à l'autre, une partie du visage qui va être moins développée. Plus petite. Asymétrique. C'est ça qu'on appelle la microsomie. Microsomie. Un petit œil, une petite mandibule, et du coup, on va avoir l'impression d'une dissymétrie, même au niveau du visage. Alors, et quand on parle de mandibule, donc c'est la partie inférieure de la mâchoire, et par la suite, ça peut avoir un lien aussi avec le syndrome de Sadam, puisqu'il y a une partie qui mâche beaucoup plus que l'autre côté, une partie qui est plus développée, et aussi même au niveau de la dentition, l'occlusion dentaire, ça peut aussi avoir un impact par la suite. Donc vous voyez que ça peut... sur l'oralité. Voilà. Oui, la Sur parole. Ouais.
On parlait de dyspraxie en début d'émission. Est-ce qu'il y a un lien entre les enfants qui sont dyspraxiques, c'est un 10, un trouble 10, et les enfants qui sont KISS. Ouais, qui sont KISS. Oui, il y a un lien. Après, on peut pas dire qu'il y a un lien direct de cause à effet. Mais par contre, il y a quand même un lien parce que chez ces enfants-là, justement, du fait de ne pas se développer de manière symétrique des deux côtés, il va, ce qu'on appelle développer une dyspraxie, c'est-à-dire des mouvements dysfonctionnels dans le quotidien. Et ça peut effectivement... Pardon ? Vas-y, tu peux prendre. Vas-y. Ça peut, du coup, donner des gestes qui vont être... plus brouillons. Oui, voilà, plus brouillons. La dyspraxie, c'est un peu ça aussi, c'est d'être pas c'est coordonné. D'être maladroit, Ouais. d'être maladroit dans ses gestes. C'est ça. Est-ce qu'il existe un facteur familial et finalement des familles à syndrome de KISS? Alors, le docteur Biderman a mis en évidence un facteur familial, pas génétique, parce que on n'a pas les recherches pour et on n'a pas, à mon avis, la méthodologie ou les techniques assez avancées pour faire cette conclusion. Par contre, on retrouve souvent, en fait, et ça viendrait par exemple d'un bassin, le bassin de la mère, ou une maman qui fait toujours des bébés en siège. Et dans les familles, il y a toujours les bébés en siège, par exemple. Et ça, comme c'est des prédispositions, et si on retrouve ces prédispositions dans la famille, forcément, on aura des familles plus à même d'avoir le syndrome de KISS, je vais dire. Alors, on parle du syndrome de KISS, mais est-ce que c'est grave en fait? Non, c'est pas grave. C'est pas une maladie. On est là pour dédramatiser. Voilà. Il faut pas avoir du KISS partout non plus. L'objectif de notre intervention, c'est surtout d'apporter cette information que ça existe, que ça peut être pris en charge et que c'est important de le prendre en charge de manière préventive très tôt, parce que plus c'est pris tôt, mieux l'enfant pourra se développer dans des schémas moteurs normaux, on va dire, où il est à l'aise dans ses mouvements et il ne se développe pas avec des endroits où il est très raide, des endroits où il a mal, des endroits où il est gêné. Voilà. Quelles sont les étapes du développement de l'enfant qu'il faut surveiller par la suite? Alors, les étapes à surveiller, c'est vraiment comme ce que disait Petit Sam, le 4 pattes, le développement du 4 pattes, le développement de la marche, le développement du langage et de l'écriture. C'est les 4 grandes étapes à surveiller. Si on se rend compte qu'il y a sur ces 4 grandes étapes quelque chose qui coince ou une dissymétrie, à ce moment-là, ça vaut le coup de consulter. Ouais. Et la prise en charge, je tiens à le préciser, on l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment que ce soit une prise en charge aussi pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on inclut le pédiatre, on inclut éventuellement un gastropédiatre si jamais il y a des problèmes digestifs. De reflux, donc. De coliques. On va inclure le kiné, on va inclure le psychomote pour le développement psychomoteur. L'orthophoniste, l'ORL. De déglutition aussi, des tout petits, peut-être de freins de langue aussi qui peuvent être associés en parallèle. Donc tout ça, ça demande une prise en charge vraiment pluridisciplinaire. Bon, combien de temps entre les séances? Vous avez parlé de peut-être au maximum de 3 séances tout à l'heure. C'est espacé de combien de temps? Alors souvent c'est 15 jours, 3 semaines. Pourquoi? Parce que y a des études qui ont montré en thérapie manuelle que le temps que le corps intègre les nouvelles adaptations qu'on lui a données, c'est environ 15 jours. 3 semaines. Ça, il y a des études qui ont montré ça, en thérapie manuelle. Bien. Voilà. Comment est-ce qu'on trouve un centre en France qui, justement, prenne en charge le syndrome de KISS? Il y en a beaucoup? Alors, il n'y en a pas énormément. Je pense qu'il doit y en avoir 2. Ah oui. Voilà. Il n'y en a pas énormément, non? Non. Et du coup, souvent sur Internet, on tape syndrome de KISS et puis on tombe sur le centre. Que les gens viennent de toute la France finalement dans votre centre. C'est ça. Même des fois des Antilles ou même de beaucoup plus loin. On a des gens qui viennent de La Réunion parce que on n'a pas d'antenne encore. En fait, le souci vraiment, c'est que c'est de la thérapie manuelle. C'est que c'est en France et qu'il y a des décrets sur la thérapie manuelle en France, que ça demande une supervision médicale, même si c'est un traitement ostéopathique ou en thérapie manuelle classique. Donc ça ne demande pas un traitement médical du tout. Et donc tous ces facteurs font que en France, c'est pas encore très développé. Ouais. Est-ce que c'est remboursé?
Alors, comme l'ostéopathie est remboursée en France, Avec c'est-à-dire une bonne mutuelle, vous voulez avec dire. une C'est bonne ça. mutuelle, c'est ça. Et si on passe par son kiné, c'est plus simple. Ah bah, parce que le kiné ne fait pas la C'est pas lui qui va mobilisation. oui, c'est pas lui qui va manipuler. Bah ouais. Non. À moins que ce soit pris en charge dans un hôpital et que ce soit détecté très tôt et que ce soit au sein de l'hôpital. Mais même avec ça, en général, pour l'instant, c'est pas encore remboursé à moins d'une mutuelle. Bon, C'est ça. en tout cas, vous pouvez googler le syndrome de Kiss, K-I-2-S, pour en savoir plus. Et si vous pensez peut-être que votre enfant présente des symptômes qu'on a évoqués ce matin, vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous pouvez regarder la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM également. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Avec Merci. plaisir. Et Merci, passez une Philippe. très belle journée santé sur Beurre FM.